C'est un bémol. Ça peut l'être quand même. D'accord, on va laisser les autres invités réagir là-dessus. Patrick Mignon. Disons que sur cette question-là, le sport a un aspect de circulation des élites. Je veux dire, aujourd'hui, quand on prend les élites de n'importe quelle discipline, elles sont effectivement internationales. Les États-Unis sont peuplés dans leurs universités de gens d'origine de tous les continents. Oui. Bon, voilà, et parce que... Et qui sont aux États-Unis aussi pour des raisons matérielles. Ils sont pour des raisons matérielles. Oui. Ils trouvent effectivement des conditions de travail qu'ils ne vont pas trouver dans leur pays. Et des secondes carrières. Alors je pense que pour les sportifs, il faut faire la même chose. Certains sportifs se trouvent dans un pays pour des raisons qu'ils n'ont pas choisies. Je pense... Les enfants des différentes vagues d'immigration qui sont là un peu partout, quand ils sont en France, aux États-Unis, etc., ils sont là parce qu'ils sont là. Alors, bon, ils deviennent, selon la loi du pays, ils deviennent de la nationalité du pays, ou bien ils restent encore un petit peu en marge. Et puis, voilà. Alors, à certains moments, et puis, voilà. Donc ça, il y a tous ces... Et puis, il y a le fait que c'est un marché. Donc, effectivement, le marché, vous faites une carrière. À certains moments, vous dites, bon, est-ce que j'ai une chance de faire carrière ici ? Non, c'est bouclé. Je vais où ? Je vais où ? Et puis il y a des gens qui disent venez chez nous parce que chez nous on a besoin de gens comme vous. Alors vous avez par exemple en France, dans des sports comme le badminton ou le tennis de table, vous avez des Chinois ou des Chinoises. Voilà. Bon, alors moi je ne vais pas m'interroger sur le fait de savoir s'ils sont sincères ou pas. Je dis simplement qu'effectivement, en Chine, vous avez une telle quantité de joueurs de badminton ou au Kenya de coureurs kenyans qu'au bout d'un moment, quand vous êtes à la 10e place, vous n'irez jamais dans un championnat du monde. Alors, voilà, autant tenter sa carrière ailleurs. Et c'est le migrant. Le migrant, qu'est-ce qu'il fait depuis des siècles ? Il va tenter sa fortune là où il peut ramasser sa fortune. Donc c'est pas une question forcément idéologique. Il y a beaucoup de pays du Golfe qui ont naturalisé un certain nombre d'athlètes. Je suis pas sûr que les athlètes soient forcément dans un autre domaine, avec le professeur Montagnier. Oui, par exemple. Il n'est pas parti que pour... Parce que, évidemment, il faut parler. Mais peut-être pour revenir à l'exemple de l'Algérie que vous connaissez bien, Youssef Fattès, l'équipe nationale, effectivement, est constituée de beaucoup de joueurs qui sont parfois nés, ont grandi en France, et certains sociologues, certains analystes ont analysé leur retour comme justement une espèce de revanche par rapport aux parents qui étaient venus en France travailler, et eux retournent victorieusement, célèbres au pays d'origine. Est-ce que vous adhérez à cette analyse ? Vous me pardonnerez, je ne partage pas ce point de vue, parce que tout simplement, ces jeunes, effectivement, qui sont revenus et qui ont accepté, disons, d'être dans l'équipe nationale algérienne, d'abord, par rapport à l'identité, ils sont nés en France, ils n'ont aucune, je dirais, formation, aucun repère, qu'il soit de comportement, de rite, etc. Ce sont des Français à part entière. Mais c'est ça qui vous est intéressant. Je continue. Si vous permettez. Oui. Donc, ces jeunes, s'ils optent pour l'équipe nationale algérienne, c'est plus par défaut, je veux dire. S'ils avaient été comme Zidane, comme d'autres sélectionnés équipe de France, il aurait opté naturellement pour l'équipe de France. Mais sachant bien que l'Algérie aujourd'hui, bien sûr, c'est un pays immensément riche, a beaucoup d'argent, elle rémunère ses footballeurs. Même si beaucoup de jeunes n'en voient pas la couleur aujourd'hui, qu'il y a certains problèmes. Absolument, oui. Donc elle rémunère ses footballeurs de haut niveau comme les autres. Donc ils ont intérêt à effectivement accepter. Et nous avons tous ces jeunes, par exemple, qui adhèrent à l'équipe nationale, sont plus ou moins mis de côté, et la population algérienne, et en particulier, on va dire, les partis nationalistes radicaux, ne les acceptent pas. Il n'est qu'à voir, par exemple, un petit incident, un épiphénomène, c'est lorsque certains joueurs de l'équipe nationale se sont teints en blond. Ils ont dit, ils ne nous appartiennent pas, ils ne nous représentent pas. Nous sommes des têtes noires, des cheveux. Pourquoi se teintent-ils en blond ? Donc, ils ne nous représentent pas. Donc, voilà. Donc, pour dire que finalement... Parce qu'ils avaient surtout perdu à ce moment-là le match. Oui, bien sûr, mais... parce que s'ils avaient gagné en étant blancs, ça irait aussi. Tous les moyens sont bons, s'il en veut. Par rapport à l'identité. Une identité nationale, c'est vrai que c'est une fiction, c'est des représentations, mais c'est aussi, on va dire, des marqueurs objectifs. Quand je dis, c'est le drapeau, c'est des couleurs, c'est des symboles, et c'est aussi des comportements. Ils ne connaissaient même pas l'hymne national. Comment voulez-vous que c'est, comme on dit, ils adhèrent réellement ? On le reproche à certains joueurs français, ça de ne pas la chanter. Vous voyez, tout à fait. On est toujours dans les mêmes types de reproches, en parlant de sport, en faisant ce lien entre sport, nationalisme, identité. Absolument, parce que une identité, elle renvoie naturellement à l'adhésion
au symbole de la nation. Et si on ne les a pas, et si vous venez effectivement, comme vous avez pris l'exemple de joueurs qui vont au Qatar ou autre, et qui sont d'origine africaine, moi je ne pense pas qu'ils soient représentatifs de joueurs qui ont vraiment accepté d'adhérer d'une manière, on va dire, désintéressée. Je pense que le moteur essentiel, aujourd'hui, il faut le dire, c'est l'argent, absolument. Alors Bruno Pomar, je vous donne la parole pour... Le cas avec Carambeu, il se revendique kanak, mais pas français, kanak. Il l'a dit. Bon, en plus, il défend les pièces jaunes. Bon, ça fait doucement sourire quand même. À un moment donné, il faut quand même reconnaître. Mais je crois que... Alors cet aspect matériel dans le cadre de l'insertion c'est terrible. de jeunes, il n'est pas pris en compte du tout, parce que vous avez parlé de manière un peu idyllique, certes, tout à l'heure, de valeurs. Je transmets les valeurs du sport aux jeunes, l'éducation, le rugby, etc., l'esprit d'équipe, le respect, c'est très bien. Mais la représentation qu'ont ces jeunes du sport qu'ils pratiquent, notamment à travers les médias, à travers cette économie du spectacle qu'on observe depuis des années, est-ce que ça change leur perception, en tout cas, par rapport à ce que vous tentez de leur inculquer? Non, c'est la pratique pour la pratique, parce que ça leur permet c'est un exutoire de faire du sport, évidemment. Alors, la référence au football, évidemment, ça leur plaît. Quand je leur dis on va faire du rugby, je vous fais le tour parce que c'est quand même caractéristique. Il dit mais non, on ne peut pas faire une partie de foot. J'ai dit vous me gonflez avec votre foot. C'est carrément ça. J'en suis là. Et donc c'est pour dire que effectivement c'est des sports qui sont tellement médiatisés qu'on met en pointe. Vous avez raison. Derrière il y a le rugby, le basket de haut niveau qui suit, mais que pour des aspects purement business, pas pour des questions d'éthique, pour des questions business. Je veux dire c'est difficile de transmettre d'autres valeurs avec des disciplines. Mais alors question business, par exemple, vous le disiez, vous le répétiez, je crois que c'était dans la bouche de Pascal Boniface dans votre magazine, que la FIFA a plus de membres que les Nations Unies. Oui, c'est vrai. Il y a des choses. Sur le football, on pourrait dire. Et le sport amateur en France, le football amateur en France, ils ont peanut, monsieur qui doit connaître mieux ça. Et quand vous voyez le sport pro à côté, je dirais que l'État devrait plus aider le sport amateur que donner du pognon à la Fédération française de foot, comme on fait. On devrait le donner aux vrais clubs, dans les quartiers, des clubs qui travaillent vraiment en contact de cette population, de cette jeunesse, plutôt que de le filer à une fédération. Évidemment, parce qu'il y a de quoi dire là-dessus. Ah oui. Alors, moi, je suis assez d'accord avec vous sur la question, sur les motivations. Pour moi, ce n'est pas la question des motivations qui, plus ou moins, est connue qui est le plus intéressant. Le plus intéressant ici, c'est ce que dit M. Fattès. C'est-à-dire, vous avez des gens qui ont une identité construite ailleurs. Pas en Algérie, en tout cas, comme vous le dites fort justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que comment on en arrive, et c'est là où on voit le pouvoir du sport, à ces gens-là qui n'ont pas la culture de ces jeunes-là, et ces jeunes-là être en représentation, en osmose, et se projeter, et dire « j'ai envie d'être Karim Ziani, j'ai envie d'être celui-là ». Je sais que dans tous ces pays-là où il y a eu un fort retour des enfants de l'immigration, il y a eu toujours des crispations nationalistes, etc. Mais l'immense majorité de la jeunesse algérienne, et ça c'est le fait, ont adhéré. Et à un moment donné, projeté pour eux, on leur demandait qu'est-ce qu'est l'Algérie. Mais tant qu'elle gagnait, cette équipe-là. Mais tant qu'elle gagnait, qu'elle s'est qualifiée. Après, là, vous verrez l'engouement en ce moment est prêt à tomber. Mais justement, donc, est-ce qu'il est lié aux performances ou à l'identification parce que les enfants sont des enfants d'immigrés? Si vous voulez, c'est lié. L'un entraîne l'autre. C'est parce qu'il y a performance que le pouvoir du sport s'exerce. Pour moi, le pouvoir du sport passe essentiellement par la performance. Il est clair. C'est un pouvoir plus par la performance que par l'identité. Non, mais l'identification est une conséquence de la performance. Non, l'identité de la personne. Alors, l'identification, c'est pas au personnage en soi, c'est ce que représente le personnage, ce que gagne le personnage. Qu'importe le personnage. En revanche, ce qu'il représente comme contrat, comme argent, comme mode de vie, etc. Oui, on a envie de... C'est un vrai mais pouvoir, en aucun cas, effectivement, on s'identifie à Karim Ziani en tant que joueur. C'est plutôt en tant que, on va dire... ce qu'il représente. C'est ça l'imaginaire de la jeunesse aujourd'hui. Patrick Mignon. Oui, il y a un point. Quand on pense à l'évolution alors surtout, c'est les sports d'équipe, bien évidemment, qui sont concernés par ça. Et en Europe, les États-Unis, c'est un cas un petit peu à part. Mais par exemple, on voit bien l'Angleterre, par exemple, qui est un championnat en football qui est très très ouvert. Si on prend le rugby en France, les équipes de rugby aujourd'hui sont complètement déconnectées des terroirs dans lesquels elles sont inscrites. En même temps, on voit bien que la question, c'est pas tant celle, est-ce que les joueurs de ces équipes ont l'air de... Enfin, ceux ont l'identité de Mont-de-Marsan ou l'identité de Chelsea, etc. C'est en fait
Et pour une Coupe du Monde, c'est ça, c'est moins les joueurs que le public. Ouais. C'est-à-dire que la question nationale, c'est moins celle des joueurs. La limite, les joueurs, on ne sait pas trop. Par contre, oui, du côté du public, il y a une attente en termes de représentation d'identité nationale. Parce que la mondialisation, je veux dire, elle a une de ses conséquences, c'est entre autres que ça a tendance à réactiver en quelque sorte la question de l'identité collective spécifique. Alors c'est vrai qu'en France, nous on réagit en français, mais si vous êtes dans d'autres pays d'Europe, on réagira en termes plus ethniques que national. Hein. Donc ce qui fait que ces questions de collectif vont avoir des dimensions qui vont être différentes selon les différents pays. Ça c'est un premier point. Le deuxième point, ça concerne, vous savez, pour revenir un peu à ces questions, la cité et puis les cités, comme on dit, les quartiers. La relation me semble-t-il, que les jeunes ont avec le sport, la pratique sportive, effectivement, elle va d'un côté aller du côté des grandes stars médiatiques parce que c'est connu, mais en même temps, dans le cheminement, et c'est pour ça que c'est très important qu'il y ait du sport dans les quartiers, quelles que soient les formes que ça prenne, quels que soient les sports, c'est le concret des relations sociales telles qu'elles sont engagées par l'existence de quelqu'un qui, en tant qu'entraîneur, en tant qu'animateur d'une structure, etc., propose, donne à des jeunes l'occasion de faire quelque chose, leur ouvre l'espace, ou simplement leur donne ce qu'ils ont envie. Ils veulent jouer au foot, ils jouent au foot, mais ils le font dans tel cadre. Si c'est un autre sport, il leur fait découvrir. Et ça, c'est quelque chose qui se joue à deux niveaux. Enfin, moi, je pense qu'il ne faut pas faire ce mauvais cadeau aux jeunes de considérer qu'ils sont strictement omnubilés par le petit écran. La relation concrète de terrain est absolument fondamentale. Et véhicule donc les valeurs. Véhicule les valeurs. Le lien social. L'exemplarité, elle est aussi sur le terrain, plus que sur le... Youssef Fattès. Oui, moi je pense que cette question de la formation, hein, je vais utiliser le terme, à la citoyenneté, à l'intégration, à la socialisation, elle ne se trouve pas uniquement au niveau, je dirais, du mouvement sportif national. Elle est surtout dans le système éducatif. Parce que parallèlement, entre guillemets, aux formateurs, aux enseignants qui sont les hussards de la République, qui inculquent les valeurs de la République, nous avons le professeur d'éducation physique et sportive. Et c'est c'est dans le secteur éducationnel, à l'école, de l'école jusqu'à l'université, que nous formons, on va dire, par le biais des activités physiques et sportives, le citoyen de demain. Le sport, on va dire, civil, entre guillemets, qui se passe dans les cités, etc., n'est qu'un complément de cette formation fondamentale qui est... Voilà, je pense que c'est ça le plus important. Et en aucun cas, c'est je dirais, la formation fondamentale. Voilà. Donc, d'autre part, je disais bien, ceux qui sont formés réellement, vous m'excuserez, ce ne sont pas les entraîneurs, mais plutôt les professeurs, les enseignants d'éducation physique et sportive, parce qu'ils sont enseignants, et l'éducation physique et le sport est une matière d'enseignement, comme toutes les autres, une discipline d'enseignement, et elle inculque réellement les vraies valeurs de l'intégration, de la citoyenneté, la lutte contre